Moi, j'ai travaillé avec Claude parce que Claude avait l'ensemble de mes données. Et aussi, il faut dire, c'était vraiment une exploration aussi pour moi. J'ai pas fait un giga prompt de genre construis-moi cette machine, s'il te plaît. J'ai poursuivi l'analyse en même temps que je construisais ce document-là. Donc c'est pour ça aussi que ça a pris pas mal de temps. J'avais une idée, je la promptais, je voyais le résultat du HTML, ça m'allait pas forcément, et petit à petit, j'ai trouvé sur la première page une structure qui me convenait. Enfin, j'avais validé le truc, et par la suite, en fait, j'ai décliné à peu près cette structure-là sur les autres. Avant de démarrer, je dois vous parler de Weglot, le sponsor de l'émission sans qui ces épisodes ne seraient pas possibles. Et c'est un partenaire particulièrement bien placé pour un podcast sur l'IA. Dans une étude que je vous mets en description, Weglot a analysé 1,3 million de citations générées par les LLM. Et ce qu'ils ont trouvé est assez frappant. Britannica, par exemple, une des sources les plus citées au monde par les LLM, perd 55% de son trafic dès lors qu'une recherche est effectuée en français. Et tout ça parce que les IA privilégient le contenu dans la langue des utilisateurs. Donc si votre contenu n'existe que dans une seule langue, vous passez à côté d'une partie de vos clients et des IA qui les informent. C'est là que Weglot entre en jeu. Weglot vous permet de traduire votre site en 110 langues sans jamais toucher au code. C'est 100% français et déployé dans plus de 100 000 entreprises dans le monde. Et pour les auditeurs d'AI Club, ils ont un deal spécial. 3 mois offerts avec le code AI Club X Weglot sur les 3 premiers mois, valable jusqu'au 31/12/2026. Je vous mets tout ça en description et on se retrouve pour notre épisode. Salut Gaël, bienvenue dans AI Club. Comment tu vas ? Ça va très bien, et toi? Salut Eric, je suis très contente que tu me reçoives sur ce podcast. Mais la forme, je suis impatient qu'on parle ensemble de ton use case, un use case autour de Lovable et du marketing, puisque tu es marketeuse. Et ce que j'aime bien avec ton use case, c'est comment est-ce que finalement tu as rendu un workshop de positioning très ludique à travers Lovable, en prenant le contre-pied du deck classique que l'on déroule, qui est un peu imbuvable, que tu nous montreras d'ailleurs en exemple. Donc voilà, on va non seulement revenir sur ta méthodo et tu as prévu de nous montrer un petit peu en live comment tu t'y prends. Mais j'ai une première question très directe. Qu'est-ce qui t'a poussé vers cette approche ? Raconte-nous un petit peu les prémices de ce projet. Alors écoute, moi j'ai été missionnée par ce client pour faire un repositionnement light. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Le contexte, c'est que c'est une boîte qui a déjà une douzaine d'années même pour être plus précise. Et selon l'antériorité des collaborateurs et selon le métier qu'ils pratiquent, ils ne présentent pas la boîte de la même manière. Et donc ils se sont rendus compte de ce problème-là dans un contexte où elle est aussi en train d'évoluer, bien sûr en intégrant de l'intelligence artificielle. Et ils se sont dit qu'il était important d'avoir quelqu'un, un regard extérieur pour pouvoir les faire converger vers un même manière en fait de décrire leur boîte. Donc sur le principe, si tu veux, tu te dis bon bah ok, comme d'habitude, on va faire une discovery research, enfin même un desk research, une discovery research, et puis on va leur faire une restitution, et puis à un moment on va tous se mettre d'accord et ce sera super. Sauf qu'en fait, moi j'ai senti le problème assez vite que finalement mon challenge ce serait pas de trouver le bon positionnement pour eux, ce serait de réussir à les aligner tous, et surtout en fait plus que les aligner, c'est à faire en sorte qu'ils ne restent pas chacun sur leur posture initiale, tu vois. Oui, parce que tu m'avais dit que ils avaient fait 4 tentatives de quelque part de repositionnement sur les 4 dernières années. Exactement. Alors ouais, je sais plus si c'était sur les 4 dernières années, mais en tout cas 4 tentatives échouées. Donc voilà, je savais que finalement ce serait assez compliqué, et voilà. Et donc pendant toute la période où j'ai travaillé sur ce sujet-là, mon obsession c'était de me dire comment je vais faire en sorte que on évite en fait un débat le jour du workshop, un débat sur oui, chacun qui va essayer de défendre son idée, sa conviction, et comment moi je vais les rassembler finalement en leur montrant que c'est pas si critique que ça, c'est pas si catastrophique, et ils ont finalement des idées qui sont assez similaires. Donc tu as un enjeu de les faire converger et de les faire adhérer à une version commune
autour de laquelle ils pourront s'aligner pour déployer ce qu'on appelle le go-to-market de l'entreprise derrière. Exactement. Voilà, donc je commence à faire les entretiens comme d'habitude, et quand je fais l'analyse des entretiens, là encore, mon obsession, c'est d'essayer de trouver les points de convergence, en fait. S'il y a des patterns qui émergent et qui pensent à peu près la même chose que qui. Et donc je fais mon analyse. Bon, alors là, j'utilise aussi des outils. C'est pas forcément ce dont on va parler aujourd'hui, mais j'utilise des outils de transcription automatique. Je passe ces transcripts dans un outil que j'adore, qui s'appelle Marvin, qui est un outil de user research qui permet très très rapidement d'aller chercher les réponses, en fait, aux questions que j'ai dans mon guide d'entretien, même si ça n'a pas été fait exactement dans l'ordre. Et grâce à cet outil-là, si tu veux, je vais chercher tout ce qui se rassemble. Voilà. Et je fais des espèces de bundles de Marc qui pense ça, Sarah qui pense ça, Patrick qui pense ça. Et je me dis, bon, en réalité, ils se sentent très désalignés, mais moi, je trouve des similitudes, on va dire, entre ce que les uns et les autres me racontent, et je suis capable, en fait, d'en faire plutôt des catégories, et des catégories qui sont beaucoup plus limitées. J'ai plus 7 avis différents, mais j'en ai 2 sur la vision, j'en ai 3 sur la mission, par exemple, et ça rend le choix beaucoup plus facile. Donc, comme tu l'as dit, tu moulines un petit peu toutes les datas que tu as avec ces interviews pour restreindre un petit peu le champ, on va dire, vers lequel il doit y avoir débat lors du workshop. Parce que rapidement, un workshop, d'habitude, ça se passe comment? Enfin, de manière très très concrète. J'ai parlé du slide deck au début. Toi, tu te dis, finalement, c'est pas une approche que j'ai envie d'avoir, parce que tu vois bien que ça va peut-être concentrer les débats dans une mauvaise direction. Donc, comment ça se passe? Et derrière, tu nous expliques un petit peu comment t'es arrivé à cette idée et toutes les itérations successives vers ce deck interactif. Alors, je vais être très honnête avec toi, j'y suis arrivée un petit peu par hasard. Et c'est ça que je trouve ultra intéressant avec la possibilité que nous laissent tous ces outils d'intelligence artificielle aujourd'hui. Moi, j'y vais vraiment en expérimentant, parce que je suis pas satisfaite de la première idée que j'ai, si tu veux. C'est vraiment, je vais essayer de régler une insatisfaction. Donc je peux partager habituellement, si tu veux, quand on fait ce type d'études, et traditionnellement, je devrais dire, tu fais des entretiens, tu fais une analyse et tu produis des slides. Et souvent, c'est des slides en volume impressionnant. On parle de 80-100 slides pour aller montrer tous les verbatims. Alors attends, donc ça c'est un exemple d'une restitution que j'ai faite récemment. Donc je sais plus combien il y a de slides, il y en a plus de 143. Plus de 143 que tu délivres peut-être en quoi? 2-3 heures? Ouais, ça prend pas mal de temps. Et puis en fait, on est dans une posture très ascendante, en fait. Très descendante, pardon. On est dans une posture très descendante, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on vient présenter des résultats, les gens écoutent, les gens posent beaucoup de questions, mais on n'est pas du tout dans un travail collaboratif, et surtout pas dans la prise de décision. Oui, parce que tu assistes en tant que client à ça. T'as une certaine charge cognitive qui en plus vient slide par slide. Tu sais pas trop vers où tu vas sur le moment, et donc il y a peut-être une partie de découverte qui concentre justement les débats. Exactement. Et dans ce cas précis, vu qu'ils avaient décidé de faire ce travail light, comme ils l'avaient présenté, probablement pour des raisons budgétaires, mais c'est un autre débat, on avait un workshop de 90 minutes qui était planifié. Et moi, mon objectif pendant ce workshop de 90 minutes,
C'était pas de leur présenter les résultats de mon analyse, mais c'était de les faire prendre des décisions. Donc voilà, donc j'ai cherché, j'ai commencé par faire un Notion. Je me suis un peu perdue dans ce Notion. Je me dis que c'est aussi peut-être en fait un moment obligatoire quand on fait une analyse comme ça. C'est-à-dire que je réfléchis beaucoup, je pose des hypothèses, je j'analyse vraiment tout. J'avais ici voilà, certains défis. Donc là, à l'écran, on voit le fichier. Je dis toujours, j'essaye de commenter un petit peu parce que je sais pas si les gens vont regarder sur YouTube à chaque fois ou s'ils vont écouter, ce que je ne recommande pas encore une fois. Mais là, à l'écran, tu nous montres le contenu de ce deck sur Notion quelque part. Ouais. Donc, je suis repartie sur les ICP, anti-ICP pour pouvoir bien les analyser. Toute l'analyse stratégique avec les signaux faibles, les signaux forts que je pouvais trouver, les hypothèses et puis les convictions aussi que j'avais pu émettre, les user journey, enfin tout, et tout était dedans. Et je me suis dit mais si je leur présente ça, on va passer en fait les 90 minutes à lire des documents et c'est pas ça du tout qu'il faut faire. Donc j'ai commencé par ça. Et je me suis dit bon, non, ça va pas. Donc je vais basculer sur Claude et je vais essayer de faire quelque chose de plus visuel, de plus attractif, de plus immersif aussi pour eux. Et donc j'ai commencé à construire un truc sur Claude. De manière pareille, hein, vraiment, je te disais tout à l'heure, très test and learn. Je voudrais faire quelque chose de plus sympa, de plus visuel pour le workshop. J'ai connecté le MCP Notion à Claude. Donc, tu as toutes mes données, propose-moi quelque chose. Et donc j'ai laissé Claude travailler et puis il m'a sorti un format. Dans ton expression de besoin, tu lui dis d'ores et déjà, enfin, t'as déjà une intuition de comment tu voudrais présenter les choses, ou juste tu lui dis il y a ça et ça qui va pas. Qu'est-ce que tu me proposes sur la base du contexte de la restitution et du volume d'information? Je crois qu'au début, j'ai pas vraiment d'idée. Je sais que je suis pas satisfaite avec les slides. Je sais que je vais pouvoir construire quelque chose avec Claude, Lovable, Vercel, peu importe après les outils qui sont utilisés. Mais non, en fait, je fonce dans le tas et je sais pas encore exactement ce que je veux faire. Je sais juste ce que je veux pas faire, tu vois. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant, c'est que je vais itérer en évacuant en fait des pistes qui me conviennent pas. Donc le premier prompt que je fais, c'est ok, je veux pas faire un deck, je veux montrer en fait aux 7 personnes que j'ai interrogées que la situation est pas aussi critique qu'ils le pensent et que finalement il y a déjà de la convergence dans leurs propos. Et c'est ça que je veux montrer. Propose-moi un truc à partir de toutes les informations que j'ai dans les transcripts, dans les analyses, dans les hypothèses que j'ai faites, qui va me permettre d'arriver à ce niveau, si tu veux, de présentation. Et donc, je laisse travailler. Je suis un peu en détresse à ce moment-là. Il est tard le soir. Et Oui, parce que tu m'as dit que tu l'as fait en soirée. Enfin, tu l'as fait sur 3 soirées, on va dire, ce projet-là. Et ouais, entre 22h et 2h du matin, parce que en fait, je suis toujours en train d'essayer de soigner mon insatisfaction, si tu veux. J'ai vraiment tous les éléments. L'analyse, elle est finie, mais je me dis, j'ai que 90 minutes. Je peux pas passer mon temps à présenter. Il faut vraiment que eux, ils s'approprient ce sujet-là et qu'ils aient envie de dire un truc. Et donc, j'arrive à ce format que j'appelle en fait l'indigeste, le truc indigeste. L'indigeste V1. Donc l'indigeste V1 qui ressemble, si tu veux, à mieux que des slides, on va dire, qui ressemble à ouais, mieux que des slides, mais quand même, c'est un gros document de
de consultants. Donc pour ceux qui ne voient pas la vidéo, on est sur tout un tas de tableaux. C'est des tableaux. On pourrait dire que ça ressemble plus ou moins à des databases Notion ou Airtable. On est d'accord, non? Donc il y a des lignes avec des catégories, des formations, voilà. Donc bon, c'est plus sympa. Il y a quelques petits, des pushs de conclusions qui permettent de mettre en avant finalement ce qui ressort le mieux, les tensions, les signaux, etc. Mais je suis vraiment pas satisfaite et je me dis si je leur envoie ça en amont, ils vont s'ennuyer, quoi. Et puis ils vont peut-être pas le lire parce qu'effectivement, ça reste quand même un document où même si c'est beaucoup plus aéré, beaucoup plus, avec justement de la couleur, de la hiérarchie. Pour autant, il y a quand même un certain travail de lecture à faire et c'est vrai que c'est le risque dans ces exercices-là. C'est que la personne ne prenne pas le temps de tout lire ou qu'elle lise en diagonale et qu'elle passe à côté de l'information clé que toi finalement tu voulais délivrer. Exactement, mais c'est là où tu as raison, parce qu'en plus, il n'y a pas de hiérarchie dans l'info. Tout est flat, quoi, tout est au même niveau. Et moi je le regarde, déjà, je vais être très honnête, au moment où le fichier HTML que j'ai fait sur Claude m'a été livré, je me suis directement ennuyée. J'ai trouvé ça, tu vois, c'est vraiment un doc de consultant qui nécessite, on parlait tout à l'heure de charge cognitive, une énorme charge cognitive. Tu scrolles, tu vois la longueur du document, tu vois tous ces tableaux, et en fait, c'est rédhibitoire. Tu procrastines, t'as pas envie. T'as pas envie, c'est ça. Donc je suis pas contente, encore une fois. Donc j'ai évacué les slides, je fais ce deck là et je me dis non, c'est pas ça non plus. Il faut que je trouve autre chose, quoi. Il faut vraiment que je trouve autre chose. Et donc je continue à itérer et discuter avec Claude en disant ça va pas parce qu'en fait j'ai pas réussi à les rassembler là-dessus, donc on continue à itérer et à progresser, et puis on commence à se dire il va falloir découper, tu vois, découper les parties, hiérarchiser l'information, exactement ce qu'on se dit tout à l'heure. Et donc là je fais un autre projet finalement. On appelle V2 aussi d'ailleurs du côté de Claude. Et que je vais te montrer. Donc, en fait, on arrive sur une autre version et je me dis, on est peut-être en train de trouver quelque chose d'intéressant. Ah là, ça ressemble un petit peu plus déjà par rapport à ce que tu m'affiches, à quelque chose qui se rapproche plus d'un site web là déjà. Oui, ça ressemble plus à un site web et c'est beaucoup plus structuré. Alors, c'est encore dense. Il y a encore tout sur une même page. Mais j'aime bien en fait, tu vois alors honnêtement, je vais déléguer tout le succès et toute l'intelligence à l'outil de LLM qui, tu vois, a commencé à me proposer des façons d'afficher avec où vous en êtes aujourd'hui et juste transposer à côté ce que vous pensez pour demain avec des statements, enfin des affirmations, et puis il allait rechercher en fait dans les transcripts les verbatims qui venaient à chaque fois justifier chaque posture. Ça, c'est toi qui lui avais déjà donné à la base t'avais déjà en tête cette manière de présenter l'information, c'est-à-dire ce que tu penses, ou c'est lui qui, de manière très intelligente, t'a dit en fait ça serait un moyen assez smart de présenter l'info parce que tu m'as dit que en fait ils se rendent pas compte qu'ils sont pas si qu'ils sont pas si éloignés dans leur vision et que ça c'est une manière de présenter l'info qui fait que en fait ils vont avoir le déclic. Et oui, alors en fait non, moi j'avais tout ça dans l'analyse en fait. Tu vois, sur le Notion, et c'était des docs à rallonge, tout ça moi je l'avais déjà produit. Ce que je cherchais en fait, c'était un moyen de le mettre en forme. Et donc non, c'est pas moi qui lui ai dit mets les deux en regard pour qu'il puisse voir l'évolution. C'est en lui disant à chaque fois, je suis pas satisfaite, ça me va pas, c'est trop dense, il y a pas de hiérarchie, je suis pas convaincue. Mets-toi à la place de la personne qui va recevoir en fait cette information.
moi, mon obsession, encore une fois, c'est de faire en sorte qu'ils prennent des décisions et qu'ils se mettent d'accord, en fait, les uns avec les autres. Et donc, je le pousse. Et c'est lui qui me fait ces propositions-là. Donc, tu vois, on arrive à quelque chose qui commence à être beaucoup plus visuel. Tu vois, avec des scores, par exemple, si voilà, des personnes à qui j'ai parlé semblent finalement converger vers quelque chose qui est intéressant. Qu'est-ce qu'on en déduit, vers quoi on doit aller. Et donc je me dis ouais, c'est intéressant. Ouais, t'as une manière de présenter l'information qui commence à nudger les participants, les futurs participants à ce workshop, vers les conclusions que toi t'as pu avoir pour que le jour où ils arrivent en workshop, justement, ils soient pas là à se dire mais en fait je suis pas d'accord avec toi. Non, ils intègrent déjà le fait que ils sont d'accord plus ou moins et que en fait là faut prendre une décision au moment du workshop. Ouais. Mais donc encore une fois, ça me va pas. Donc il est probablement 1h30 du matin quand je dis non, ça va toujours pas. Et il faut aller plus loin. Et il faut surtout en fait alléger. Et là, d'un seul coup, tu vois, je me dis, ce qui va faire changer l'adoption en fait de ces conclusions et la lecture. Ouais, enfin, je sais pas. Je veux vraiment les embarquer dans une expérience immersive. Là, je me dis, ce qui compte, c'est de les faire naviguer, de les faire découvrir, et pas de les faire consommer ce contenu. Mais d'ajouter en fait une couche presque ludique, interactive, pour qu'ils explorent quoi. C'est ça en fait. C'est les embarquer dans une aventure exploratoire immersive totale, pour les faire adhérer au plus vite. Mais c'est ça que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que finalement on oublie quelque part que le marketing, une des vocations premières du marketing, c'est de créer des expériences. Et que finalement tu lui dis pas moi je veux 5 tableaux, je veux ci, je veux ça, tu l'enfermes pas dans un carcan, mais tu lui dis ok, plutôt voilà un peu ce que je veux leur faire ressentir. Et même quand je crée des fois, tu vois, si tu veux faire de la création de contenu avec de l'IA, le fait de dire en fait à l'issue de ce contenu, moi j'ai envie qu'ils ressentent telle émotion ou qu'ils se disent ça. Moi j'ai noté aussi déjà de base, il y a un gap dans les résultats parce qu'il comprend beaucoup mieux que en fait non, l'accroche ça me va pas, il manque ça, et donc voilà, c'est ça que je trouve intéressant dans ta manière d'aborder le feedback que tu as avec Claude à ce moment-là. Ouais. Donc là, ça y est, je suis lancée. Je me dis, c'est un truc expérientiel que je veux créer avec de l'interactivité. Je veux qu'il se promène en fait dans toute mon analyse et enfin tu connais le concept du aha moment. Je veux en fait au fil de leur navigation dans mon analyse, il y a des choses qui se passent quoi, qui percutent et qu'ils aient envie. Et surtout, et c'est là que me vient cette idée, j'ai envie qu'ils puissent communiquer avec moi. Donc je veux rajouter une couche en plus d'interaction que je vais capturer. Et donc là, je me lance dans un projet qui est complètement différent. Fini le deck, fini une espèce de jolie page HTML que je t'ai montré tout à l'heure, qui est un peu plus claire, avec des tableaux, voilà. Là, je me lance vraiment dans un projet dans un parcours, un mini-site en fait, où je vais les faire naviguer le long de ce que j'ai appelé une cascade. En fait, on parle d'un positionnement. Donc, si tu veux, ta vision, t'as la mission, t'as la promesse, t'as les différenciateurs. Les différenciateurs. Et donc, ouais, je construis ça comme un voyage où tout est segmenté. Donc, t'as des pages en fait qui s'enchaînent pour aller naviguer de l'une à l'autre. Et à l'intérieur de ces pages, je crée des boîtes qu'on ouvre, qu'on ferme, des systèmes de vote, de like, de tout un tas de choses pour les faire réfléchir en même temps qu'ils découvrent ce contenu-là, au lieu de les faire juste découvrir un contenu sans qu'ils se disent est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas. Et je leur envoie ça 3-4 jours avant le workshop en leur disant prenez le temps de naviguer,
Et puis prenez le temps de réagir en fait au fil de votre exploration. Et moi en fait je capture en fait dans dans le back-end en fait, dans le cloud de mon projet, l'ensemble de leurs réactions. Elles sont anonymisées. C'est pas grave. En fait, moi, j'ai pas besoin de savoir qui pense quoi à ce stade. En revanche, j'ai des tendances et ça me permet de complètement préparer le workshop parce que je vois déjà, si tu veux, vers où la tendance semble aller sur le territoire, sur la mission qui leur parle le plus. Et donc, c'est totalement incroyable. Tu nous montres ça? C'est vrai, parce que le résultat est quand même assez canon. Alors, je précise que tu as anonymisé, évidemment. Mais vous avez exactement la même version que Gaël a présentée en workshop. Donc, on la voit à l'écran. Vas-y. La manière dont j'ai travaillé, moi j'ai travaillé avec Claude, parce que Claude avait l'ensemble de mes données. Et aussi, il faut dire que je te l'ai déjà dit tout à l'heure, c'était vraiment une exploration aussi pour moi. J'ai pas fait un giga prompt de genre construis-moi cette machine, s'il te plaît. J'ai poursuivi l'analyse en même temps que je construisais ce document-là, tu vois. Donc c'est pour ça aussi que ça a pris pas mal de temps. C'est que j'avais une idée, je la promptais, je voyais le résultat du HTML, ça m'allait pas forcément. Hop, on va changer ça, on va changer ça. Et petit à petit, j'ai trouvé sur la première page en fait, donc qui était pour moi la vision, une structure qui me convenait. Enfin, j'avais validé le truc. Et par la suite, en fait, j'ai décliné à peu près cette structure-là sur les autres. Mais voilà, donc pour donner une idée, bon, j'ai expliqué ce qu'était une vision, ce concept de cascade dont j'ai discuté tout à l'heure. Et puis je leur ai refait l'historique ici, d'où vous venez, exactement où on va. Et là, j'ai commencé à faire pour le coup une restitution un petit peu traditionnelle de ce qu'on fait quand on a fait une discovery research avec qui dit quoi. Et là, tu vois, j'ai fait des toggles. En fait, ils peuvent regarder le tableau de voilà, en gros, qui a dit quoi, qui se trouve à peu près à quel enfin, ouais, dans quelle posture en fait. Et tu vois que là, avec le bleu et le orange, tu vois en termes de territoire qui est plutôt sur le momentum, qui est plutôt sur l'orientation. Et ensuite, il y a des toggles qui permettent d'aller plus profondément en fait dans l'analyse, où tu vois en fait quelle est l'évolution qu'ils sont en train de vivre entre là où ils en sont aujourd'hui et ce qu'ils voient pour le futur, qui est en plus illustré par des verbatim qui viennent vraiment des transcripts. Mais ça, c'est pas mal parce que finalement, si on revient à ton premier tableau HTML où on voyait la succession de tableaux, quand tu vois ça, t'as pas forcément envie de lire. Par contre, là, de la manière dont c'est présenté, ça me laisse le choix d'aller consulter ou non. Tu vois, j'ai quand même une info. Enfin, j'arrive avec sans appuyer sur le toggle à savoir où va Marc, où va James, où va Thomas. Du coup, je trouve que ça pousse à la curiosité. Là où j'aurais pas lu la version HTML, là par contre, j'ai envie de voir ce que Marc pense. Donc, je vais appuyer sur le toggle. Donc, c'est là où je trouve c'est intéressant. Et c'est exactement ça, c'est la curiosité. C'est que tu as envie de voir, bah tiens, qu'est-ce qu'il a dit mon collègue. Ah tiens, Sarah a l'air d'être plutôt, enfin, elle a l'air d'être dans la même direction, de penser à peu près comme moi, alors que je pensais qu'en fait elle était plutôt opposée. Et enfin, tu vois, c'est quand tu te mets à la place finalement des personnes qui vont recevoir ce document, t'imagines tout ce qui va se passer en fait dans leur tête. Et voilà. Et donc là, en fait, voilà, ça, j'ai commencé à adorer ce que j'étais en train de faire. Et puis donc, bah, je leur propose finalement les trois clusters qui sont possibles en rangeant chacun des candidats dans les clusters. Et je leur explique, là, c'est très 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 didactique, que finalement
chacun de ces clusters, il faut faire un choix puisque chacun de ces clusters va nous amener forcément en fait à une plateforme de marque qui va être différente. Même si les clusters en tant que tels ne sont pas si éloignés les uns que les autres, ça nous amène dans une direction qui est quand même différente. Donc je leur explique tout ça et puis tu vois ici, j'ai mis des petits emojis qui leur permettent de voter un peu, de donner une opinion. Est-ce que ça m'inspire? Est-ce que ça m'inspire pas? Et à chaque fois, en fait, tu vois qu'un clic est fait, comme je viens de le faire ici à l'écran. Ben moi, je collecte ces informations-là dans le back-end de Lovable parce que pour le coup, j'ai tout fait avec Claude en termes de HTML, mais j'ai tout publié sur Lovable par souci de simplicité parce que voilà, c'est tellement simple. Voilà, l'hébergement, le back-end, tout ça, ça m'évitait d'avoir à gérer des trucs techniques. Et tu peux revenir dessus et changer ton vote, tu vois. Voilà. Et voilà. Et donc en fait, tu te dis, ça y est, pareil, quand les lecteurs vont venir sur ce document-là, ils vont petit à petit s'approprier les idées, puisqu'en fait, je les invite à réagir au fur et à mesure. Et en termes de construction, là, donc ça veut dire que tu y es allé page par page, enfin voilà, dans ta manière de construire la chose avec Claude. Donc tu lui dis, il te fait une première version. Toi ensuite, tu vas sur Lovable. De toute façon, tu me montreras après dans la petite démo, mais tu vas ensuite sur Lovable, tu copies le HTML et ensuite tu fais les ajustements, on va dire peut-être section par section. Et une fois que tu es satisfait d'une page, tu passes à la suivante. C'est bien ça un peu dans l'approche, on va dire? Alors, à cette époque-là, on parle d'il y a 2 mois environ, hein, j'avais pas connecté Claude Cowork au MCP Lovable. Donc, bêtement, et je le dis pour ceux qui nous écoutent, ne faites pas ça. Je faisais un HTML sur Claude et j'envoyais en fait le HTML qui était construit par Claude à Lovable en lui disant, en faisant un prompt qui disait fais-moi la copie Pixel Perfect. Et il fallait préciser Pixel Perfect parce que sinon il réinterprétait et c'était pas la même chose. Donc j'ai brûlé des heures et des tokens. C'est pas très malin. Pour essayer de refaire au plus proche jusqu'à ce que je me dise mais alors bon, j'ai un passif aussi, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans des agences digitales, donc j'ai cette notion du pixel perfect, mais ça me prenait du temps à prompter, à attendre que la page soit prête, à vérifier que c'était conforme, donc tu vois, en train de faire le jeu des 7 différences. Donc je déconseille vraiment à tout le monde de faire ça, mais tout simplement de connecter le MCP Claude Cowork Lovable. Et c'est Claude maintenant, sur des projets similaires que je peux faire, qui prompte Lovable de manière très autoritaire d'ailleurs. Ça me fait toujours rire quand je regarde les prompts qu'il envoie à Lovable. C'est ne discute pas et fais ce que je te demande. Ouais. Certainement dans une optique de sauver quelques tokens en cours de route. Oui, et au-delà de ça, point qui est super intéressant. Alors moi j'ai un Claude Max, l'abonnement à $90 par mois. J'ai par ailleurs un abonnement à Lovable à 20 € par mois qui m'amène, je ne sais plus, je crois 100 crédits. C'est 100 crédits par mois pour l'instant, à l'heure où on parle en tout cas. Ouais, c'est ça, c'est 100 crédits par mois plus 5 gratuits par jour, je crois. Et j'ai réalisé depuis que j'ai branché les deux ensemble que les tokens, enfin les crédits de Lovable, une fois qu'il est prompté par Claude, ne se consomment presque pas. Oui, ça tu me l'avais montré la dernière fois, c'est assez hallucinant. C'est assez hallucinant, c'est-à-dire que pour un énorme projet, c'est une trentaine de crédits qui disparaissent, alors que même si tu utilises bien Lovable avec le plan et le build, etc., ça descend beaucoup beaucoup plus vite. Donc voilà. Donc à cette époque, en effet, j'ai perdu beaucoup de vie, comme on dit dans les jeux vidéo, à essayer de reproduire les pages.
Je suis contente d'avoir trouvé une autre méthode, mais en effet, c'est ce qui s'est passé. Et puis donc je testais, mais le gros du travail était quand même fait dans Claude. Toutes les zones interactives que je t'ai montrées, je les ai faites directement avec Lovable pour le coup. Donc c'est-à-dire que derrière, c'était toi qui le promptais en disant en fait là tu pourrais illustrer de telle manière et ensuite il te proposait une version quoi. Non, je disais, je veux absolument que les gens puissent donner un avis et moi je veux collecter ces avis-là. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre où? Et tu vois, je t'ai montré tout à l'heure sur la mission. Là, c'est de la page vision, c'est un petit peu pareil. Mais tu vois, j'ai créé aussi des jauges comme ça, par exemple. Enfin, tu vois, c'est ludique et à la fois tu te dis tiens ouais c'est intéressant. Tu regardes ce truc, tu descends un petit peu plus bas, tu as des petites cases. Ouais, tu vois, avec l'équilibrage. Donc tu vois, il y a les balances là avec un pourcentage. Donc qui est comment. Donc mon idée, c'est pas d'imposer un choix, c'est vraiment de les amener à se projeter, quoi, et à se dire, est-ce que je suis vraiment à 65% reach ou est-ce que je suis plutôt de l'autre côté? Parce qu'ils voient ça, et même si là, je leur ai dit, enfin, tu vois, sur la vision, en gros, il y a deux clusters, un qui est plutôt reach et l'autre qui est plutôt l'autonomie. Finalement, la réponse, elle est peut-être aussi entre les deux. Et donc, je les amène petit à petit à cette hypothèse. Et quand ils arrivent plus bas dans la page, tu vois, je leur propose 3 territoires. Un qui est 100% reach, un qui est 100% autonomie, et puis au milieu, il y en a un qui est plutôt la balance. Ce qu'ils viennent de voir finalement ici, et ce qu'ils avaient vu précédemment avec la jauge. Tu vois? Et encore une fois, ils ont les petits boutons, pour se dire, moi, je me sens plus en phase avec celui-ci, mais j'aime bien aussi celui-ci. Celui-ci, j'aime pas du tout, je ne vois pas du tout là-dedans. Et tout ça, ils le font en amont, justement, pour amener, comme tu l'as dit, à cette prise de décision et faire en sorte que ce workshop, il soit décisif, qu'il y ait justement une décision qui soit prise à l'issue. Exactement. Et tu vois, encore à la fin, ils peuvent choisir, hop, et c'est enregistré, et ça c'est balancé dans une base de données. Hein. C'est très très simple. J'ai une base de données dans le cloud de Lovable qui permet de capturer l'ensemble de ces interactions. Et j'ai juste à exporter un CSV à la fin pour en faire une analyse et avoir les tendances globales de ce que chacun pense, quoi. Alors, du coup, pour cet épisode, on va essayer de faire une petite démo, justement, de montrer un petit peu le comment derrière la construction de ces pages-là, de ces mini-sites que tu as pu créer. Et donc là, on va essayer de passer la step supplémentaire. Tu nous expliques? Bah écoute, je vais vous montrer exactement comment je fais. C'est-à-dire que je ne sais pas où je vais. J'ai pas d'idée encore. Mais je vais lui dire ce que je vais lui dire ce que je veux pas en fait. Donc c'était bien les pages HTML en cascade, mais je voudrais quelque chose d'encore plus impressionnant. Ouais, on est d'accord, hein. Exactement, plus impressionnant. Peut-être plus immersif encore. Et encore plus immersif, ok. Donc là, tu es connecté au MCP Lovable, je précise. Alors, Lovable, encore une fois, maintenant, j'utilise davantage pour faire un hébergement et avoir un back-end. Mais c'est vrai que mais ça évolue très très vite. Hein. Aujourd'hui, quand je construis des outils, je travaille avec 3 outils. Je travaille avec Lovable pour le design. Je travaille avec Claude plus pour le contenu et je travaille avec Codex pour l'UX. Maintenant, je mélange les 3. Mais sur ce projet, qu'est-ce qui fait que Codex pour l'UX versus un Lovable, enfin comment est-ce que tu l'utilises juste pour info là-dessus? Codex, en fait, je me suis rendu compte qu'il était canon en UX. Il fait des choses qui sont
propre, bien organisé. Il te propose des fonctionnalités qui sont des fonctionnalités sur la base de ton concept. Donc moi je le trouve beaucoup. Et encore une fois, hein, je pense que c'est mon expérience. Enfin, j'ai travaillé en agence digitale, j'ai fait des milliards de refontes de sites web, de plateformes, d'apps, etc. Depuis que je bosse. Donc j'ai une sensibilité assez forte à l'UX. Et j'ai une sensibilité assez forte à l'UI aussi. Et, euh, et Codex me propose toujours quelque chose avec une UX qui est très intéressante, bien structurée, très propre, une navigation qui est fluide. Mais c'est tout le temps un design, donc l'UI, c'est tout le temps dans des tonalités un peu verdâtre, un peu, ouais, je sais pas, coquille d'œuf et vert, je sais pas pourquoi, tout le temps. Donc c'est un peu moche, c'est un peu froid. Lovable me fait tout le temps des propositions, en, ouais, en termes de design, plusieurs pistes, enfin, en termes de direction artistique, si tu veux, il y a plusieurs pistes, c'est assez facile de lui dire, va chercher des trucs qui sont plus dans la tendance actuelle, dans des couleurs qui changent. Et voilà, mais c'est toujours too much, quoi, Lovable. Faut toujours lui dire, arrête de rajouter des éléments dans la page. On peut être un petit peu plus minimaliste. Et puis, il y a beaucoup de redondance, en fait, dans les écrans qui sont proposés. Et Claude, en fait, Claude, tu sais, son design est hyper identifiable. Donc, moi, j'ai pas trouvé que Claude n'était ni très fort en UI, ni très fort en UX. Donc voilà, ça fait qu'aujourd'hui j'utilise un peu les trois de manière collaborative, là où avant en fait je les utilisais plutôt en concurrence. Maintenant je les utilise de manière collaborative. Alors regarde, il nous a fait une petite proposition. Choose your own positioning. Le visiteur devient acteur. À chaque pilier, il fait un choix. Quelle vision, quelle mission. Scroll cinématique à la Apple. C'est pas mal. Split screen, bof. Interface conversationnelle. Le site se présente comme une conversation entre le consultant et les stakeholders. Mon instinct direction 1. Moi, j'ai plutôt la 2. Et toi? La direction 2 est la plus safe. Ah ouais. Ah ouais, non, c'est un scroll. Non, non, on veut démo live. Ouais, vas-y. Ouais, vas-y, direction 1. Direction. Donc je précise que tu es sur Opus 4.6 là, sur cette démo, parce que évidemment ça a son importance selon la tâche. Ouais. Donc tu vois, en fait, c'est pas moi qui ai eu l'idée. Hein. Et il faut rendre à César ce qui est à César. J'ai beaucoup d'idées, mais là, en fait, je fais des ping-pong, en fait, je discute et je me dis, ouais, tiens, qu'est-ce qui pourrait être intéressant et je teste beaucoup. Donc en fait, en l'état, j'ai envie de te dire, c'est pas forcément un truc pour lequel on peut se dire, il faut le productiser. C'est peut-être pas la vocation première, tu vois, de... Peut-être que quand tu trouves un format à la fin, tu te dis, bah, je vais peut-être le productiser parce que si tu fais toujours des workshops de positioning, bah, effectivement, tu vas réutiliser un petit peu cette structure. Mais après, ça dépend vraiment du type de projet. Là, en l'occurrence, tu avais des gens qui étaient pas si éloignés, qui avaient besoin de prendre une décision. Peut-être que dans un autre contexte, l'enjeu sera différent. Donc c'est en ce sens-là où je me dis c'est peut-être difficile de productiser. En même temps, on peut peut-être productiser la manière les différentes étapes. Alors ouais, c'est un peu mon souci du moment. Que pour l'instant, je suis pas trop dans la productisation, mais plutôt dans la customisation. Peut-être parce que je suis très curieuse aussi et que j'aime bien tester des nouvelles choses, mais j'essaie d'adapter en fait chaque format maintenant, chaque livrable que je fais à la situation de la mission que je suis en train de gérer. Donc ça peut être de la vidéo, ça peut être un outil interactif comme tu as vu, ça peut être une app. Enfin, à chaque fois, pour l'instant, c'est différent. Mais je me dis que c'est pas très scalable et donc à un moment donné, il va falloir peut-être aussi trouver une manière de pouvoir réutiliser les formats que j'ai fait quoi. Sur celui que j'ai présenté là sur la plateforme, je pense vraiment
alors peut-être pas parce que ce sera un positionnement avec vision, mission, différenciateur, etc. Mais ce format de mini-site avec des interactions et surtout en fait, tu vois ce que je te disais tout à l'heure, c'était ce voyage immersif en fait. Ça, je vais pouvoir le productiser. Ce côté voyage immersif pardon, versus des slides qui va t'amener petit à petit dans la découverte, dans l'adoption, dans la décision. Ça, je suis sûre que je vais le réutiliser. Ouais, clairement. Et d'ailleurs, j'avais testé justement de partir sur quelque chose d'assez expérientiel comme ça, enfin très rapidement, en 5 minutes avec Lovable, mais sur une proposition commerciale. J'avais trouvé le rendu déjà beaucoup plus intéressant sur quelque chose où il y avait quand même pas mal de texte, pas mal de détails, et donc ça permettait d'avoir une information beaucoup plus digeste. Donc ça peut être aussi des use cases, on va dire parallèles, qui ne soient pas liés que au marketing. En gros, tout ce qui est document avec une grosse charge cognitive, de trouver un moyen de le présenter différemment. Là, je suis repassée sur l'écran. Bon, je lui ai dit go pour direction 1. Je lui ai pas dit montre-moi à quoi ça va ressembler. Normalement, je ferais ça. Normalement, je dirais ne te lance pas dans un truc lovable direct. Montre-moi à quoi ça va ressembler. Vu qu'on était en train de discuter, j'ai fait un prompt un petit peu rapide. Donc pour ceux qui regardent la vidéo, c'est voilà, dans une conversation sur Claude Cowork, il suffit de cliquer là sur le plus qui est dans la barre de conversation et de connecter ici avec les connecteurs Lovable. De mémoire, en fait, il faut peut-être aller chercher le MCP. Mais il n'est pas forcément dans la liste des connecteurs qui sont accessibles immédiatement quand on va dans gérer les connecteurs, mais c'est très très facile d'aller chercher le MCP et de pouvoir l'ajouter. Et donc là, donc là, on voit que c'est Claude qui est en train de discuter avec Lovable. Alors attends, on va aller voir dans Lovable. Je t'ai dit tout à l'heure qu'il était très autoritaire. Mais ça me fait rire en fait. Tu sais, j'ai l'impression j'ai plein d'enfants et j'ai un peu l'impression de regarder des enfants se disputer quand je regarde. C'est vrai. Hein. Alors attends, hop, j'ai affiché ça comme ça. Ouais, ça y est. Attends, je vais faire un partage d'écran. Donc là, je vais aller dans l'application Lovable parce que je l'ai installée aussi, c'est plus simple. Et donc, voilà, tu vois, ça c'est le prompt que Claude a envoyé à Lovable. Build a brand new, interactive, choose your own positioning, etc. Avec le concept, une nouvelle sous-page en fait dans mon projet. Voilà, donc c'est un prompt très complet. Ouais. Alors regarde, j'ai 249 crédits. Et on va regarder aussi combien ça consomme. Et là, tu vois, ça y est, il est en train de bosser. Il est en train de bosser ici et du côté de Claude, il est aussi en train de bosser. Et nous, on peut continuer à papoter pendant que les outils travaillent. En attendant qu'il termine, tu as parlé du mode plan et du mode build. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce que ça, c'est des subtilités qu'on n'a peut-être pas tous en tête à propos de Lovable et même aussi de Claude. Hein. Je pense que c'est des points qui sont assez stratégiques dans la manière d'interagir avec les IA et faire en sorte à la fois d'économiser des tokens, mais aussi d'économiser quelques nerfs entre les deux et du temps. Ouais, ça c'est quelque chose que moi sur les interventions que je peux faire quand je parle d'IA, c'est vrai que un des conseils que je donne tout le temps, c'est demande à la machine de prompter l'idée que tu as au lieu d'essayer de faire un prompt parfait. On n'est pas, nous, des LLM, donc c'est bien de garder un langage naturel, mais on l'a vu là tout à l'heure avec le prompt qui a été fait par Claude, c'est super structuré,
extrêmement précis, même en faisant du mieux qu'on peut, on n'arrivera jamais en fait à ce niveau d'expertise et de précision. Donc il existe un mode dans Lovable. Et je rappelle, même pas, j'annonce, puisque on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais tu as quand même participé à un challenge que Lovable avait organisé, donc je pense que tu es l'invité rêvé pour... c'est ça. Le tout premier hackathon qui s'appelle She Build, qui est lancé par Elena Verna, qui est la Head of Growth de Lovable, et qui milite aussi pour que les femmes soient plus présentes dans la tech, et en particulier dans tout ce qui est intelligence artificielle. On a raté la marche sur le dev, on a raté la marche sur tout ce qui est cyber. Faut pas qu'on rate la marche sur l'AI. Et donc, elle a lancé ce hackathon qui s'appelle She Build. Je crois que c'est la 4e ou 5e édition qui a lieu là en ce moment, as we speak. Et moi, j'avais été sélectionnée, j'étais vraiment ultra contente au tout premier hackathon, parce qu'en fait, c'est sur candidature, donc il faut proposer un projet qu'il faut détailler. Donc, il y a un formulaire avec pas mal de questions en fait où tu présentes ton projet, et je te donne les chiffres comme ça de tête, mais il y avait 60 sièges. Bon, ils ont un petit peu élargi, et je crois qu'il y avait eu plus de 3800 candidatures. Ah oui, on est sur une sélection dantesque. Ouais. Et puis c'était pas européen, c'était partout dans le monde. Donc bon, si tu veux, moi j'avais envoyé ma candidature en disant ce serait bien, j'y crois pas trop. Ce serait bien, j'y crois pas trop. Et en fait, j'ai été sélectionnée, donc j'étais super contente. Et j'avais monté une équipe internationale qui couvrait tous les fuseaux horaires. Donc ça, c'était aussi un petit peu par hasard, mais c'était trop une chance, parce que j'avais une fille en Inde, on était 4 quand même en Europe, 2 qui étaient en Finlande, nous on était 2 en France, et une qui était en Californie, ce qui fait que sur le projet on pouvait travailler en 3-8 et avancer dessus, donc c'était canon. Et donc c'est là où tu as quand même appris pas mal de petites choses sur Lovable là, parce que ce hackathon il devait être intense. Ouais, c'était 48 heures de mémoire, donc c'était assez intense, mais on avait beaucoup de check-in avec l'équipe Lovable, donc Elena et j'ai oublié son prénom, qui s'occupe de la community sur un Discord où en fait ils apportent vraiment beaucoup de conseils. Et il y a une communauté énorme aussi, il faut savoir, sur le Discord de Lovable, une communauté qui donne beaucoup de conseils, beaucoup d'avis. Il y a beaucoup d'événements, des check-in, pendant lesquels en fait chacun peut parler de ses problématiques et trouver des conseils. Donc c'est vraiment vraiment chouette. Mais voilà, donc ce qui compte le plus, c'est ce petit bouton là que vous pouvez voir, donc build et plan. Donc ce petit bouton là, qui est juste dans le champ de discussion, ce petit bouton build et plan, c'est ça qu'il faut activer. Donc quand tu démarres un nouveau projet, par défaut il est tout le temps sur build comme ça. Mais là, si tu fais un prompt et que tu l'envoies, il va directement utiliser les informations de ton prompt pour essayer de faire quelque chose. En revanche, si tu lui dis plan, en fait, il faudrait que je saute dans un nouveau projet pour montrer. Qu'est-ce que tu veux construire, Eric? Qu'est-ce que je veux construire? C'est une bonne question. Là, tu vois, par défaut, il est sur build et on va le mettre en plan. Et on peut construire le site de AI Club. Allez hop. Ok. Donc, je voudrais créer le site de AI Club, le podcast. Comment tu décris? C'est un podcast qui partage des use cases IA appliqués au B2B. Okay. Et voyons comment il va s'en sortir, sachant que à l'heure où j'enregistre cet épisode avec toi, nous n'avons pas encore diffusé les premiers épisodes. Le podcast qui partage des use cases IA B2B, on est d'accord? Allez, voyons. Donc là,
T'as switché en mode plan. Ouais, non, j'ai commencé pour vous montrer. Alors, on va regarder à combien de crédits je suis. Tu sais, tout à l'heure, t'as retenu à combien j'étais? 249, je crois, non? Ouais, bah tu vois, il en reste 242. J'espère que je me vautre pas. Ouais, mais bon, grosso modo, moi j'ai 49 en tête, toi t'as 47. Tu vois, il y a moins de 10 crédits qui ont été consommés pour refaire une page, ce qui est très peu. Donc là, tu vois, comme les gens l'utilisent plus traditionnellement, je voudrais créer le site de AI Club, le podcast qui partage des use cases IA B2B. Je reste en build. Je copie ce prompt. OK? Et là, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va construire. Il a zéro info. Il va construire quelque part bêtement, quoi. Ouais. Il va construire bêtement, exactement. Et si je fais un nouveau truc, un nouveau projet, là, je vais le mettre en plan. Exactement. Et il devrait être un peu plus smart, là. Ah, il te pose quand même quelques questions sur les questions sur le premier. Ouais. Maintenant, le mode de question. Alors, page d'accueil avec mise en avant du podcast et liste des épisodes. À propos, use case, newsletter, qu'est-ce que tu veux? Bah, faisons la page héros, hein, avec les derniers épisodes, même si on n'a pas, hein, il peut faire un placeholder. En termes de couleur, t'es plutôt bleu, toi, non? Bah là, il est violet. Violet et non, il est violet et vert pétant. Ce qu'il ne te propose pas par défaut. Ce qui montre bien qu'il a des biais. Il a pas montré toutes les couleurs primaires. C'est marrant. Sur quelle plateforme de podcast est diffusé? YouTube, principalement. Hop. Review. Voilà. Review answer, submit. Donc là, il build, du coup. Avec ce peu d'informations, il commence à build. Ouais. Peut-être qu'il va encore nous poser des questions. Mais, Tiens. Il pose les mêmes questions côté plan. Ouais. Alors qu'avant, il buildait direct. Mais, encore une fois, tu sais, tout ça, oh, tu vois? Ah, il demande quand même un peu plus d'infos. Ouais. Comment tu veux gérer les épisodes? En dur dans le code, back-end avec admin. Allez, en dur dans le code. Veux-tu que je te propose 3 directions de design à comparer? C'est là où on voit la différence. Ouais. Hop, c'est parti. Voilà, ça travaille. On va peut-être basculer sur notre exemple. Alors, on essaie de vous faire les choses en live, hein, vous l'avez compris. Donc, c'est pour ça qu'on fait du ping-pong. On lance l'IA, on passe sur un autre projet et on essaie de voir comment ça avance en essayant de vous distiller quelques conseils entre les deux. C'est ça aussi qui est intéressant à noter, c'est que pendant que les machines travaillent, on peut faire vraiment autre chose à côté. Ça sert à rien de rester regarder l'écran qui mouline. Alors ça nécessite un petit peu je sais pas, de trouble de l'attention peut-être. Je sais pas si j'en ai, mais en tout cas, faut vraiment switcher d'un projet à un autre, et revenir sur l'un et pas perdre le fil. Moi, ça me va très bien. Je pense que tout le monde n'est pas fait pour ça, mais ouais, c'est ça. Je pense que ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui seront naturellement très à l'aise dans un environnement versatile comme ça, et d'autres qui vont avoir besoin d'une plage de temps dédiée pour un seul projet et ne faire que ça. Donc ouais, c'est des aptitudes naturelles presque, j'ai envie de dire. Ouais, moi je butine beaucoup, donc j'ai pas vraiment ce souci. Donc là, on voit un petit peu tout ce qui s'est passé. Donc il a chargé les outils, il s'auto-félicite, l'intro est superbe. Testons le flow. Non, il y a des trucs qui sont tellement drôles. Moi, j'adore lire les résultats comme ça parce qu'à chaque fois, c'est hyper marrant. Le flow est magnifique. La cascade orange s'est déclenchée. Personality step parfait, donc on voit bien en fait qu'il allait consulter dans le débogage le résultat. Ça c'est impeccable, c'est magnifique, c'est complet et super bien structuré. Il a confiance en lui, hein. Ouais. C'est assez marrant parce qu'en fait dans mes découvertes, tu sais, quand je te disais tout à l'heure que je faisais collaborer les outils, je me suis rendu compte que Claude était un peu susceptible en fait. Parce que je l'utilise moins pour le UI et l'UX, et à chaque fois il est là, mais attends, tu veux pas, je vois que tu as choisi le truc de Codex, tu veux pas qu'on utilise le mien? Ça c'est les biais, ça. Je trouve ça tellement drôle. Il a trouvé un bug, le bug est clair, on a fait le fixe est déployé, tac, tu vois, on descend. Donc il y a du taf qui a été fait, tu vois, pendant que nous on est en train de... Ouais, pour quelques crédits, encore une fois, c'est pas énorme, hein. Et voilà, et il dit pour le podcast, le parcours de... il sait que je vais faire le podcast, je lui ai dit. Ah ouais, on peut rien lui cacher. Ouais.
Et donc, il nous dit qu'on peut aller voir. Alors, Eh ben, voyons ça en direct. on va aller voir. Bah voilà, ça ressemble à ça. Oh, et dis donc, il nous a laissé sa ligne qui est pas. Ou alors c'est exprès parce que je suis d'autres. Ou alors c'est exprès parce que t'es dessus, ok. Ouais. Alors ça ressemble à ça. Il y a des petits. Ouais, il te propose 3 choix, moins détaillés qu'avant, mais tu vois là, il te force à choisir. Donc Ouais, là, on voit rien sans. On peut pas passer à l'écran suivant si on choisit. exactement. Donc moi, je trouve que plutôt learning lifts everyone, c'est ce qui me convient. T'es d'accord? Hop, et là, ça m'amène effectivement. If learning lifts everyone, then the mission is. Il te force à choisir un territoire et il te dit après, voilà à quoi ça va ressembler. Il a une approche un peu forme là-dessus. J'ai l'impression de voir un tally. Donc là, il l'a fait que sur une page. Bah, il l'a fait sur l'ensemble de la cascade, mais en imposant de faire un choix. Et après, en fait, il t'amène. Ah, c'est pas mal en fait. Ouais, je comprends. En gros, avant de te présenter toutes les hypothèses possibles, il te présente la vision long terme. Et c'est vrai que la vision, c'est souvent, c'est clé quoi. C'est ce qui compte le plus. Et il te force à te projeter dans un des 3 territoires des visions là qui sont données, et te dit, si tu as choisi ça, voilà comment ça devrait se passer. Et une fois que tu as lu tout ce truc, il te dit, bon, et on revient maintenant aux différentes hypothèses, est-ce que tu es toujours en phase avec ton choix initial? C'est pas idiot. C'est pas idiot. Après, c'est peut-être moins l'effet waouh qu'on avait en tête par rapport à quelque chose voilà, très très paillette, très champagne, on va dire. Mais ça a une logique qui se tient par rapport à l'exercice qui est le workshop de positionnement. Exactement. Et toujours en fait dans cette volonté, si tu veux, de dire il va falloir assumer ses choix, il va falloir disagree and commit. Ça, c'est une des valeurs de Payfit avec qui j'ai bossé il y a quelques temps. C'est vraiment le côté qui est très compliqué, c'est qu'on sait qu'à un moment donné, il y a des concessions qui vont devoir être faites. Et ça, en fait, ça aide à faire ces concessions, je trouve. On retourne sur le Webull pour voir. Allez, retournons sur le Webull pour voir le site des iClub. Assez curieux. Donc ça, c'est le build. Donc, en effet, c'est une typo c'est très close là avec ce petit saison 1. C'est marrant, hein. Peut-être. Ouais, c'est très Claude. Bon, voilà, ça c'est le numéro 1. Et ici, quelle direction de design veux-tu que je développe? Alors, tu sais, on lui avait demandé plusieurs directions de design. Ah oui, c'est vrai. Allez, la dernière. Ah ouais? Non, mais c'est pas... Allez, vas-y, go, la deuxième. Oh. Non, l'autre, c'est déjà trop vu et revu. Ben voilà, en fait, le résultat. Et en termes de token, mais c'est vrai qu'on n'a pas comparé les deux. Bon, déjà, là, tu vois, pour faire ce site-là, l'autre, il a juste fait quelques démos. On voit qu'on a déjà consommé beaucoup plus de tokens. Ça fait peur, les images qui montrent. Minimal B2B Visual Direction. Ce qui se passe quand tu mets plan, c'est qu'il te fait son plan. Donc, il te fait le prompt. Il s'auto-prompte, en fait. Donc, tu vois, il te dit implement the chosen B2B architecture, minimal direction, token typographie, voilà ce qui va se passer. Donc, il te fait, tu vois, il te donne en fait les informations pour le CSS, reproduit fidèlement la composition du prototype, voilà ce qui va se passer. Et après, tu as le choix. En fait, tu peux ajouter ici des commentaires. Ouais, donc tu peux personnaliser. Et si tu skips, il va dire ok, qu'est-ce que j'ai pas bien compris, donc tu vas pouvoir le reprompter, il va venir corriger son prompt. Si tu veux, toi, tu peux rajouter des informations, par exemple Navy stick, non nav sticky. Tu vois, color brand accent, toi tu voulais rajouter
J'ai pas les codes exacts, mais ajoute du vert et du violet, c'est ça? Oui, donc là, tu promptes littéralement langage naturel en plein milieu d'un prompt qui est plutôt très technique. On va voir si ça marche, mais voilà. Et là, je fais Save, Approve. Et maintenant, en fait, il va s'auto-prompter le plan qu'on a revu ensemble. Pour le vert et le violet, je suis pas sûre que ce soit pas la surprise. Ouh, ça a l'air rigolo. Et il y a du violet et du vert. Ah, donc il a bien retenu la consigne. Regarde. Donc ça... Par contre, sur la proposition de valeur, il est parti sur quelque chose de complètement décalé par rapport à l'autre. Décoder l'économie des machines. Ouais, le briefing IA des opérateurs B2B. Oh, il est parti sur quelque chose de très sérieux. Là. Ah, 12 000 auditeurs par semaine, très bien. Bah ouais, j'achète tout de suite. Ouais, et donc on avait raison d'avoir peur sur la sélection des images. Voilà. Donc on voit qu'il y a des résultats qui sont très différents. Ce qui est bon, il y a quand même, si tu compares les deux, un niveau de qualité sur le plan, même s'il est à côté de la plaque, on va dire, en termes de concept d'émission et voilà, on est vraiment sur quelque chose pas très joli. Ça se voit. Mais on a donné très peu d'informations parce que techniquement, en vrai, si on voulait faire les choses correctement, à minima, on lui aurait donné les types de sections. Ça aurait été relié à un projet justement dans lequel il aurait eu du contexte sur les types d'invités, l'audience cible visée, parce que bon, un site web s'adresse à une audience particulière. Il n'avait pas non plus plein d'éléments sur le format de l'émission, les canaux, enfin bref, en étant un peu plus exhaustif et très précis dans l'expression de besoin, sans forcément avoir un méga prompt, déjà je pense qu'on aurait eu un résultat qui aurait été beaucoup plus fidèle à ce qu'on voulait. Ouais, mais c'est de toute façon, il faut toujours faire. En réalité, enfin, faut pas faire du tout ce que j'ai fait là comme démo avec juste une phrase. Mais c'était volontaire. Non, faut quand même avoir un, un brief, un projet qui est assez spécifique et moi j'utilise vraiment Claude pour ça et son module Ask User a Question est vraiment très très bien. Et voilà, en fait, j'aurais commencé, si je devais faire ton site internet, j'aurais commencé par lui dire, voilà, j'ai lancé un nouveau podcast qui s'appelle AI Club, qui va s'adresser à telle audience et enfin voilà, qui parlera à peu près de tel sujet. Les premiers invités sont bidule, bidule et bidulette. Je voudrais faire un site web. Pose-moi les questions une par une sur tout ce que tu as besoin de savoir pour me créer un project plan que je vais envoyer derrière dans Lovable. C'est déjà beaucoup plus structuré. Voilà. Est-ce que pour clôturer cet épisode, tu as peut-être un dernier conseil, un apprentissage que toi, tu as de justement cet usage de Lovable à travers le hackathon, à travers tes expérimentations quotidiennes maintenant ou à travers les missions clients que tu as pu avoir, voilà, pour clôturer en beauté. Un truc à garder en tête, et ça je sais pas si tout le monde en est conscient, c'est que, enfin on l'a vu justement avec la création de ton site, c'est que le même outil qui va recevoir exactement le même prompt va te produire deux fois des choses, enfin une seule fois une seule chose si tu veux, et tu ne peux pas refaire le même projet. Tu peux le remixer, etc. Mais voilà, c'est important de savoir que chaque fois que tu vas refaire le même prompt, tu vas avoir un résultat qui est complètement différent parce que c'est un outil d'intelligence artificielle. Et donc, quand tu as une idée en tête, quand tu vas aller faire quelque chose, il faut potentiellement tester plusieurs fois, démarrer plusieurs projets pour se dire... Changer les modèles. Ouais, changer de modèle, après remixer. Mais je pense que c'est pas mal ressorti au travers de notre discussion, c'est qu'il y a ce côté un peu tâtonnement
On choisit finalement ce qui nous plaît le plus et on écarte ce qui nous plaît le moins. Mais c'est pour ça aussi que je te dis, moi j'utilise pas mal d'outils, que je les fais collaborer, que je les mets aussi en concurrence pour pour arriver au résultat qui me convient. Alors parfois j'ai bien sûr une idée de base qui est très très claire et je vais chercher cette idée-là. Mais voilà, ça c'est vraiment le plus gros apprentissage, c'est de pas hésiter à tâtonner, de chercher et pas s'attendre immédiatement au bon résultat, quoi. Top. Bah, c'est un super mot de la fin. Donc merci beaucoup Gaël pour d'avoir partagé ton use case. Et si vous avez des questions en rapport à Lovable et que vous avez aussi par exemple du feedback à nous faire, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo, que ce soit d'ailleurs sur YouTube ou Spotify, parce que vous pouvez laisser des commentaires sur Spotify maintenant. Voilà, et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié l'émission, à en parler autour de vous. C'est ce qui nous aidera à faire encore plus d'épisodes comme celui-là. Et peut-être que on fera d'autres épisodes avec Gaëlle, parce que je sais qu'elle a plein de petits use cases à droite à gauche. Donc ça pourrait être marrant de se faire un deuxième match. Avec grand plaisir. C'était très très chouette de partager ces expériences avec, j'espère, beaucoup de monde. Merci beaucoup et moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.